Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je vous emmène à Dakar, évidemment. Nous sommes dans la matinée du 5 septembre 1960, dans un grand bâtiment qui depuis quelques jours est devenu... Alors avant, c'était le siège du Grand Conseil de l'Afrique occidentale française, puis ça a été l'Assemblée législative de la Fédération du Mali, éphémère Fédération du Mali, et maintenant, c'est donc devenu le siège de l'Assemblée nationale. Et oui, nous sommes en 1960, c'est le moment de l'indépendance de tous ces pays de l'Afrique occidentale. Et à l'intérieur du bâtiment, un homme très élégant de 54 ans, il est là dans son costume impeccable, acclamé par un collège électoral composé de 118 membres, tous debout. C'est Léopold Sédar Senghor. Il vient à l'unanimité, Senghor, d'être élu président de la République du Sénégal. Il est ému, bien entendu. Et il faut l'imaginer, cet homme avec ses grosses lunettes qui va prendre la parole d'une voix douce, une voix qui contraste avec sa stature assez charpentée, fruit d'une activité physique importante. Il articule bien chaque mot de ce texte adressé à la nation tout entière, à la nation indépendante depuis si peu de temps, un texte que par ailleurs, disons-le, il adresse un peu au monde entier. Cher vieux Sénégal, dit le nouveau président, il est temps que nous te lavions des calomnies qui te défigurent, que nous te rendions ton visage de jeunesse. Si j'ai tant chanté, et de préférence ce bas pays où dorment mes ancêtres, sous les palmiers et l'Alizé, c'est que tu es ma patrie, la chair de ma chair. À compter de ce jour, Léopold Sédar Senghor va donc présider le Conseil des ministres, nommer les personnalités les plus importantes de cette toute jeune république. Il est le chef des armées, il est l'arbitre, le garant des institutions, il est le chef du parti unique au pouvoir. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il a vu le jour en 1906, Léopold Sédar Senghor, au Sénégal, mais on n'a ni le lieu exact ni la date précise de sa naissance, pour tout vous dire. Il est issu du peuple sérère, il dira être né dans le village de Joal, à une centaine de kilomètres de Dakar, et revendiquera des origines portugaises. Son prénom Sédar signifie « celui qui n'aura pas honte qu'on ne peut humilier ». Il a été baptisé, il reçoit ce prénom chrétien de Léopold, et lorsqu'il vient au monde, disons que la France est présente au Sénégal déjà depuis près de 3 siècles, depuis 1658 et la naissance du premier comptoir français, qu'on avait appelé Saint-Louis, en hommage évidemment à la dynastie régnante et au roi Louis XIV. C'est son oncle, un paysan, qui prend en charge son éducation, qui va lui apprendre à devenir éleveur. C'est un agriculteur dans l'âme, Léopold Sédar Senghor. Alors je lis ce que nous dit Jean-Pierre Langelier dans cette biographie qui est parue chez Perrin. Dès ses plus tendres années, Sédar sent battre le pouls profond de l'Afrique prodigieuse, grouillante de vie, haute en couleurs, pleine d'odeurs, de bruits familiers, de chants, de cris, de rires et de larmes. Cet enfant ultra-sensible à toutes les sollicitations du monde qui l'entoure et riche de ce don d'étonnement qu'il gardera toute sa vie, enregistre les multiples signes de la nature et s'imprègne de leur magie. Il étudie dans une mission puis un collège catholique. C'est un bon élève qui parle très bien le français, évidemment. Et alors là, la question qui va se poser, c'est de savoir s'il va devenir prêtre ou professeur. C'est souvent le cas, vous savez, avec ces très bons élèves. À 16 ans, il poursuit ses études à Dakar. Il entre dans un collège séminaire où, pour la première fois de sa vie, il va être confronté à ce qu'on peut appeler le racisme. Il dira des années plus tard: j'ai commencé d'avoir moins l'idée que le sentiment de la négritude. J'avais l'impression que nous avions, nous aussi, une véritable civilisation et belle de surcroît, mais je n'avais pas encore d'argument pour le démontrer. Je me souvenais du royaume d'enfance dans la maison de mon père, où il y avait un ordre fondé sur une manière de vivre et, en définitive, une harmonie. C'est à ce moment que je perçus que le meilleur moyen de prouver la valeur de la culture noire, c'était de voler aux colonisateurs leurs armes, d'être un meilleur élève encore. Seulement le directeur du séminaire, qui est le père Lalouse, va interdire à Léopold de devenir prêtre parce qu'il trouve que c'est un sujet trop désobéissant, il est impossible à contrôler. Et ce gamin va devenir très, très amer de ne pas pouvoir accéder à la prêtrise. Il est envoyé à ce moment-là au lycée public de Dakar. Il va
devenir d'ailleurs le premier homme de couleur à décrocher le baccalauréat. Il remporte aussi le prix du meilleur élève. Tout le passionne, l'art, la littérature, notamment l'étude des auteurs classiques. Il décide de se tourner vers l'enseignement et il va aller poursuivre ses études à Paris. Il a 22 ans à ce moment-là. Et lorsqu'il arrive le 28 octobre 1928 à Paris, lui qui rêvait de cette capitale dont il avait fantasmé chaque rue se révèle finalement assez déçu. D'abord déçu par le temps, mais c'est pas aujourd'hui qu'il changerait d'avis entre nous. Il pleut, il fait froid, tout a l'air gris, plus ou moins sale, les amphithéâtres de la Sorbonne sont bondés, tout ça le déroute complètement. Il ne sort presque pas de sa chambre, il est dans un foyer d'étudiants africains du quartier latin. Il va se réfugier dans l'étude de la poésie latine qui lui offre en quelque sorte un univers fantasmé. Il s'inscrit au lycée Louis-le-Grand pour préparer le concours d'entrée à l'école normale supérieure. Il entre en Hippocagne. Et même s'il a 2 mois de retard sur la rentrée et qu'il a lu moins de grands auteurs et d'ouvrages philosophiques que la plupart de ses camarades, eh bien, il va combler ses lacunes par cette espèce de boulimie de travail qui marque sa personnalité. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. À la rentrée 29, Sangor entre donc en Cagne. Il se lie d'amitié avec un jeune homme qui est de 5 ans son cadet, qui est originaire d'Auvergne et qui s'appelle Georges Pompidou. Pompidou qui, des années plus tard, dira « Ce n'est pas la curiosité de l'exotisme qui m'attira vers lui. Peut-être une certaine solidarité d'isolé au milieu de tous ces Parisiens. À coup sûr, l'estime pour quelqu'un qui, venu de si loin, avait parfaitement assimilé notre culture, non seulement française, mais gréco-latine, et surtout, je pense, une certaine bonté, une certaine fraîcheur qui émanait de son regard et qui trouvait en moi l'écho d'une sympathie naturelle pour les peuples colonisés. Pour Sangor, Pompidou est son meilleur ami français. Ils se rendent dans les bibliothèques, les musées, ils fréquentent les théâtres, ils flânent dans le jardin du Luxembourg. Et grâce à Pompidou, Sangor va s'ouvrir à d'autres auteurs plus récents, à Péguy, à Gide, à Proust, Claudel et Monterland. Et puis bien sûr Rimbaud et Baudelaire. L'autre rencontre importante de ces jeunes années parisiennes de Sangor, c'est celle avec un autre étudiant venu, lui, de Martinique. C'est Aimé Césaire, même si leurs caractères sont assez opposés. Césaire, c'est l'éruptif, vous savez, très engagé et combatif. Sangor est beaucoup plus mesuré, beaucoup plus calme, mais c'est une amitié forte et qui durera. Césaire dira, en rencontrant Sangor, j'ai rencontré l'Afrique éternelle, sa grandeur, sa dignité, son histoire, son humanité, sa noblesse culturelle. Je considère un peu Sangor comme une partie de moi-même. Et grâce à Césaire, Sangor va fréquenter les milieux noirs de la capitale et s'intéresser de plus en plus à ce thème sous-jacent et qui jusqu'alors peut-être ne l'avait pas encore tellement intéressé, celui de l'émancipation. Il veut que tous ces Noirs réconciliés avec eux-mêmes et fiers d'un héritage qu'ils ignorent pour beaucoup, résolus à créer et à assumer leur propre culture, que tous puissent s'opposer à la colonisation. Ça va être le concept de négritude, On peut dire que Sangor est révolté par le racisme, bien sûr. Il déclare notamment « Je déchirerai les rires banania ». Il met du temps, Sangor, à s'engager dans l'action. C'est en 33, c'est l'année où il obtient la citoyenneté française d'ailleurs, c'est en 33 qu'il cofonde et qu'il va présider l'association des étudiants ouest-africains qui va aider financièrement et intellectuellement les étudiants noirs. Et après avoir échoué au concours d'entrée à l'école normale supérieure, il décroche, après 2 échecs, l'agrégation de grammaire. On est là en août 34. Il est quand même le premier étudiant africain noir à obtenir ce titre d'agrégé. Il va pouvoir enseigner le français, le latin. Alors on le retrouve dans un collège de Tours. Ça doit faire assez drôle. Imaginez, on est au milieu des années 30, bien sûr. Et puis à Saint-Maur-des-Fossés, pas loin de Paris. Il est toujours aussi engagé. Il publie des textes dans la revue L'Étudiant Noir, qui a été justement fondée par son ami Césaire, et où apparaît pour la première fois le terme de négritude, et dont Sangor va donner comme définition « Ma négritude est truelle à la main et lance au poing ».
En septembre 39, il est mobilisé, évidemment, affecté au 3e régiment d'infanterie coloniale qui est stationné à Rochefort, en Charente-Maritime. Et puis c'est juin 40 et l'invasion allemande. Et Senghor fait partie de ces soldats français capturés. D'ailleurs, il échappe de peu à la mort lorsque les SS vont l'aligner avec d'autres soldats noirs contre un mur. Il faut tout le courage d'un lieutenant français pour éviter ce qui aurait pu être un massacre ce jour-là. Pendant tout le conflit avec d'autres soldats coloniaux, il est prisonnier et connaît les rudes conditions de vie dans les camps avec la faim, le froid, enfin on connaît ça évidemment, et l'absence d'hygiène. Et les brimades, bien sûr. Ses seuls espoirs, ce sont l'écoute de Radio Londres sur un poste clandestin, et puis la lecture, bien sûr, et puis d'abord, peut-être avant tout, et ce qui l'occupe depuis toujours, et ce qui est son viatique à lui, la poésie. Il écrit « Voici que je suis devant toi, mère, soldat aux manches nues. L'Europe m'a broyé comme le plat guerrier sous les pattes pachydermes des tanks. Mère, je suis un soldat humilié qu'on nourrit de gros mille. » Il va être libéré heureusement en février 42 pour raison médicale. Il y a plusieurs des poèmes qu'il a écrits en captivité qui seront publiés après la guerre dans un premier recueil qui s'appelle Chant d'ombre, chant du verbe chanter, chant d'ombre. Il reprend son activité d'enseignant à ce moment-là. Il va s'engager dans la résistance et en octobre 44, il est chargé de cours à l'École nationale de la France d'outre-mer. Il reprend là la chaire Langues et civilisations africaines, et ça va être son poste pendant 13 ans. En parallèle, il a été révolté par le drame du camp militaire de Thiaroye. Vous savez, 35 tirailleurs sénégalais qui ont été tués par l'armée française en décembre 44 pour avoir réclamé le paiement d'une solde et de primes qui n'avaient pas été versées. Ça a tourné à la révolte, cette histoire. C'est ce qui va décider de l'engagement de Senghor vraiment dans la politique. En 45, il est élu député du Sénégal à l'Assemblée constituante. Il est élu SFIO, c'est le Parti socialiste de l'époque, si vous voulez. Il demande la construction de nouvelles écoles, de dispensaires au Sénégal. Le Sénégal qui est devenu un territoire d'outre-mer, on est maintenant là après la guerre. Il dénonce le fait que la métropole vende à l'Afrique des articles manufacturés à des prix beaucoup trop élevés. Elle qui achète à des prix très bas les matières premières dont elle fait son miel. Pour autant, il ne demande pas l'indépendance du pays. Il souhaite la création d'une république fédérale sur le modèle de la Suisse. Il n'accepte pas les compromissions de son parti avec le parti colonial. Senghor va finir par claquer la porte de la SFIO et fonder ce qu'on appelle le Bloc démocratique sénégalais. Toute une campagne là, il y a une grande campagne très très violente entre ce bloc démocratique, ce BDS et la SFIO. Il y a des dizaines de personnes qui vont être tuées. Le parti de Senghor finit par remporter 2 sièges de députés en 1951 grâce au soutien des ouvriers, des paysans qui sont acquis à cette nouvelle formation dont il est l'âme en quelque sorte. C'est un député influent, c'est un professeur respecté, on peut parler d'un intellectuel. Senghor va d'ailleurs publier un autre recueil de poèmes qui s'appelle Hostie noire, où il exprime toujours cette négritude, teintée cette fois et davantage peut-être que dans les précédents écrits, d'amertume, de rancœur envers cette France qui semble ne pas vouloir comprendre ce que ses semblables réclament. Ce recueil qui paraît dans une période où évidemment on parle de plus en plus de décolonisation. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Toute cette période de la 4e République, c'est celle de cette décolonisation difficile, la guerre d'Indochine, début de la guerre d'Algérie, bien entendu, tout ça mobilise les gouvernements. Pendant ce temps-là, l'Afrique noire n'intéresse pas grand monde, il faut bien le dire, mais Senghor va profiter de sa nomination au poste de secrétaire d'État à la présidence du Conseil, on est en 55, pour espérer faire un peu avancer ses idées auprès du grand patron de l'époque, du grand président du Conseil qui a été Edgar Faure. Edgar Faure qui d'ailleurs lui confie une mission de conseil sur les problèmes de la France dans les questions coloniales. En passant seulement 11 mois à ce poste. Senghor n'a pas le temps, on peut pas dire qu'il puisse œuvrer vraiment en faveur d'un projet de république française fédérale. Vous savez, sur ce modèle un peu de la Confédération suisse. C'est vrai que plus ça va et plus
la demande qui se manifeste dans les différentes colonies est une demande d'indépendance. Et après plusieurs mois de discussion, le Sénégal, finalement, va recouvrer sa pleine indépendance. On est en décembre 59. Ça va être la création de cette fédération du Mali dont je vous parlais, qui comprend aussi le Soudan notamment. Bref. Le 4 avril 60, des accords de coopération monétaire et financier sont signés, qui ne sont pas désavantageux pour la France, nous allons dire ça comme ça. France qui s'engage à disposer de bases militaires, à contribuer à former les armées sénégalaises et soudanaises. Et quelques mois plus tard, la Fédération du Mali va éclater. C'est le moment où le Sénégal devient un pays à part entière, une république, et dont le président est donc Léopold Sédar Senghor, ce que je vous racontais au début de cette émission. La vérité, c'est qu'il laisse la gestion des affaires du pays, notamment tout ce qui est économique, au président du Conseil, Mamadou Dia, avec lequel il travaille depuis des années. Lui s'implique davantage sur les questions, j'allais dire, essentielles. Il est très présent sur la scène internationale. On le voit effectuer des visites officielles en France et aux États-Unis, où il rencontre bien sûr le général de Gaulle, le président Kennedy, etc. Mais il y a des tensions entre Senghor et son Premier ministre, qui a, entre parenthèses, tenté carrément un coup d'État, et raté. Dia et 4 ministres déchus sont condamnés à la déportation dans une petite geôle d'une enceinte fortifiée. Dia, détenu à perpétuité, sera libéré en fait au bout de 11 ans. À partir de 63, Senghor est à la fois président, chef du gouvernement et du parti, avec une opposition qui est complètement muselée, qui peut même pas s'exprimer. Les priorités du président Senghor sont la réforme agraire, la lutte contre la corruption, et il y a pas mal de secousses dans le pays, une tentative d'assassinat, pas mal de crises économiques, dont une en mai 68 qui est inspirée par ce qui se passe en France, évidemment. On a toujours l'impression que l'actualité française se répercute ensuite dans les anciennes colonies d'Afrique à cette époque. Senghor tient le pouvoir néanmoins, il est réélu en 68, puis en 73, et il va desserrer progressivement l'étau et rétablir le poste de Premier ministre qui va échoir à Abdou Diouf, qui n'a que 34 ans au moment de sa nomination en 70, et qui s'impose, on peut le dire, un peu comme l'héritier de Senghor. Et parallèlement, on voit le président entretenir avec la France, avec Georges Pompidou, évidemment, est-ce que j'ai besoin de vous le dire, de bonnes relations. La mort de Pompidou va le bouleverser complètement d'ailleurs. Dans la deuxième moitié des années 70, il va desserrer encore un peu plus l'étau et autoriser le multipartisme, limité quand même à 4 formations politiques, ce qui ne l'empêche pas d'être réélu pour un 4e mandat en 78, toujours avec 83% des voix, mais il faut bien dire que les observateurs observent de nombreuses fraudes dans tous ces votes. Senghor va préparer sa succession, fixer la date de son départ du pouvoir le 31 décembre 80. Il remet sa démission au premier président de la Cour suprême. Il fait ses adieux au peuple sénégalais après 20 ans donc passés au pouvoir. Il va se retirer essentiellement en Normandie, qui est le berceau familial de sa seconde épouse. Il se rend, qui s'appelle Colette. Il se rend pas très souvent au Sénégal, sauf pour aller se recueillir sur la tombe de son fils Philippe Maguilin, qui est mort en 81 dans un accident de voiture. Ça lui arrive quand même de surveiller des choses. Il supervise les activités de sa fondation, notamment à Dakar. Fondation qui veut enrichir le patrimoine culturel africain. Le 24 mars 84, il est carrément reçu à l'Académie française. Il a été élu au premier tour l'année précédente. Ça, c'est une véritable consécration pour cet amoureux de la littérature française. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et c'est la première élection pour laquelle il n'a pas eu besoin de faire campagne, dit Jean-Pierre Langelier. Il fut le premier agrégé africain à l'université. Il sera le premier noir à siéger dans le prestigieux cénacle du Quai-Conti, parmi de vieux amis et aux quelques hauts personnages rencontrés au fil de sa vie. Maurice Druon, Edgar Faure, Maurice Schumann ou Pierre Messmer, dernier administrateur de l'Afrique occidentale française. Il mourra, vous le savez, Léopold Sédar Senghor, le 20 décembre 2001. On va célébrer les 20 ans de sa mort. Il est mort à 95 ans.
Il y a eu à l'époque un grand deuil au Sénégal, 15 jours de deuil avec des milliers de citoyens qui sont venus se recueillir devant le cercueil de l'ancien président qui était sur le parvis de l'Assemblée nationale à Dakar. Il a été inhumé auprès de son fils au cimetière catholique de Bel-Air et on peut dire qu'au cours de sa vie, il avait souvent évoqué la mort dans ses textes, se demandant notamment ce qu'il laisserait comme héritage à son décès. C'est ce que nous propose Christophe Dard, qui a préparé toute cette émission comme conclusion en quelque sorte. Voilà ce qu'écrivait Léopold Sédar Senghor. Le seul moyen de prévaloir contre la mort, c'est d'exister dans l'esprit des générations suivantes, d'être dans la mémoire des hommes une nouvelle source de joie et d'enchantement. Mes poèmes, c'est là l'essentiel. Vous écoutez Radio Classique.